Les panneaux LED ultra fins ont souvent le même problème. Ils sont soit compacts mais pas assez puissants, soit ils sont puissants mais ils deviennent énormes et inutilisables dans les endroits compliqués. Mais après plusieurs semaines de tests, j'ai enfin trouvé un panneau LED qui réussit justement là où beaucoup d'autres panneaux RGB échouent, à savoir rester fin, léger et ultra pratique. Le tout en restant suffisamment puissant pour pouvoir être utilisé sur une vraie production. Aujourd'hui, on teste le Light Wafer Up 150R de Godox. Un panneau LED RGB ultra fin et léger, capable de couvrir une plage de température allant de 1800 à 10 000 Kelvin, tout en pouvant fonctionner aussi bien sur secteur que sur batterie VELOC. Ça fait maintenant plus d'1 mois que je l'utilise, sur des prods publicitaires in situ dans des endroits compliqués d'accès, mais aussi directement en studio sur des plans produits et des setups plus contrôlés. Donc aujourd'hui, on va voir si ce panneau est réellement un bon outil de tournage, ou juste un panneau RGB de plus perdu au milieu des centaines de références qui sortent actuellement. Et je vais commencer par parler de l'ergonomie, parce que pour moi c'est clairement le point fort de ce panneau. On a ici un panneau LED de 68 par 35 cm pour seulement 2,4 cm d'épaisseur. Il a donc été pensé pour pouvoir être utilisé dans des endroits où un projecteur traditionnel deviendrait trop encombrant. Typiquement sur des petits décors, des appartements, des studios un peu étriqués ou des pièces avec une faible hauteur sous plafond, c'est super pratique. Là où un cob avec une grosse softbox descend très vite dans le cadre, ici on garde quelque chose de très plat et compact. Le panneau seul fait seulement 2,4 cm d'épaisseur, et même avec la softbox et le système de quick release monté dessus, on reste autour des 25 cm. Donc honnêtement, pour du top light ou des setups un peu compliqués, c'est super pratique. Côté modificateur de lumière, Godox a aussi bien pensé le système. On retrouve une softbox rectangulaire, 2 couches de diffusion avec des rendus différents, ainsi qu'un nid d'abeille. Et surtout, tous les modificateurs peuvent être stackés ensemble, donc on peut adapter la lumière selon le rendu recherché. Soit quelque chose de très diffus, ou encore au contraire une lumière plus contrôlée et concentrée. Alors ça paraît être un détail, mais sur un tournage, et surtout dans des petits espaces, pouvoir éviter les fuites de lumière tout en gardant une source douce, c'est super important. Concernant la tâche, le panneau de base n'a aucun système intégré. Mais Godox fournit un Quick Release System qui rajoute directement un Baby Pin 5/8. Et honnêtement, ça marche très bien. Le verrouillage inspire confiance, ça tient correctement, et surtout, ça se monte et se démonte ultra rapidement. Pas besoin de visser ou dévisser quoi que ce soit, on clipse, on enlève, et basta. Et vous savez que moins je visse de trucs, mieux je me porte. Godox propose d'ailleurs 2 systèmes d'attache. Le connecteur Baby Pin fourni dans la boîte qui reste un accessoire assez standard, et un support orientable universel UP150 RUH01 vendu séparément pour avoir plus de flexibilité dans les réglages. UP150 RUH01. Ils auraient pas pu faire plus simple chez Godox, enfin j'ai un peu l'impression de donner l'identification d'un méca. Le poids joue aussi énormément dans l'intérêt du produit parce que le panneau seul ne pèse que 3,2 kg. Et là, on comprend qu'il a été pensé pour être utilisé au bout d'une boum ou dans des positions un peu compliquées où on n'a pas envie de suspendre un énorme COB au-dessus d'un sujet. Je l'ai par exemple utilisé en top light au-dessus d'une salle de bain sur un tournage et c'était juste parfait pour ça. Parce que la configuration de cette pièce, elle n'était pas évidente puisque la salle de bain elle se trouvait directement dans la chambre. En gros, on avait uniquement 7 endroits pour faire passer la light, et avec le lit au milieu, il a fallu utiliser une boum assez longue pour y déporter le Up 150. Le panneau était suffisamment petit pour rester collé au plafond, suffisamment léger pour être utilisé en porte-à-faux sans stress, parce qu'il y avait quand même notre talent juste en dessous, donc il fallait que ce soit quand même un minimum sécurisé. Et les modificateurs m'ont permis de contrôler précisément les fuites de lumière pour garder uniquement ce qu'il fallait sur le sujet. Et là, je dois vous avouer que si j'avais pas eu le Up 150, je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, petit détail qui a son importance, la boîte de transport est vraiment très bien pensée. Elle est solide avec des renforts pour protéger correctement le panneau. La softbox peut rester montée dessus et se replier rapidement, ce qui fait gagner énormément de temps au rangement. Il y a aussi plusieurs compartiments dédiés pour les accessoires et franchement, l'ensemble respire le matériel sérieux et bien conçu. L'autre point que j'ai trouvé vraiment pratique avec ce panneau, c'est toute la partie alimentation, parce qu'il peut fonctionner aussi bien sur secteur que sur batterie VELOC. Sur secteur, le setup est assez simple. On a la rallonge qui vient se fixer sur le câble du panneau
au ballast, puis enfin un câble secteur qui part du ballast vers votre source d'alimentation. Et sur batterie, c'est quasiment pareil, sauf qu'on retire simplement le câble d'alimentation secteur pour alimenter directement le ballast via une V-Lock. Alors à noter quand même que la rallonge devient indispensable dans les deux cas, parce que le câble directement lié au panneau est extrêmement court. Donc sans rallonge, on se retrouve vite avec le ballast qui pend au bout du panneau, ce qui est ni pratique, ni très sécurisant, et ça fait pas très sérieux devant un client. Les trucs qui pendouillent, c'est pas ouf. Là, avec la rallonge, on peut déporter proprement le ballast sur le pied. Et surtout, énorme bon point, il n'y a pas de limitation de puissance selon le type de batterie utilisée. Que ce soit avec une V-Lock 14 volts classique ou une batterie de 26 volts, le panneau fonctionne à 100% de sa puissance. Et honnêtement, c'est super agréable parce qu'il y a énormément de lumière aujourd'hui qui bride automatiquement l'intensité dès qu'on passe sur batterie. Ici non, on garde toute la puissance du panneau, même en configuration mobile. Et ça ouvre des usages vraiment intéressants. On peut par exemple retirer complètement la rallonge pour mettre le ballast à la ceinture ou bien alors le faire porter par un assistant, puis demander à cet assistant de tenir le panneau à la main. Et ça, sur des tournages dans des endroits encore plus étriqués ou sur des plans en mouvement, c'est ultra pratique. Typiquement, pour faire une débouche mobile pendant qu'un talent marche sur plusieurs mètres, ça marche super bien. Le ballast, lui, il sert à gérer absolument tous les réglages et tous les modes du Up 150. On retrouve un bouton pour changer de mode, une molette qui sert à naviguer dans les menus mais aussi à valider les réglages, puis un bouton menu qui permet soit d'ouvrir les paramètres, soit de revenir en arrière. Donc clairement, on n'est pas sur une interface ultra moderne avec 50 sous-menus partout. Ici, tout est pensé pour être rapide et lisible sur un tournage. Et même si l'écran est en RGB, le design des menus est extrêmement sommaire. Ça m'a vraiment rappelé les interfaces des vieux films de science-fiction des années 70-80, avec un côté un peu rétro-futuriste qui fait penser à Alien Isolation. Alors visuellement, certains trouveront peut-être ça daté, mais au moins c'est clair, lisible et surtout ça va à l'essentiel. Et il y a quand même un réglage intéressant caché dans les menus, c'est la possibilité de modifier la courbe de variation de la lumière. Donc selon votre usage, vous pourrez avoir une montée plus progressive ou au contraire plus réactive dans les changements d'intensité, ce qui peut être utile selon que vous faites du tournage, du live ou alors des effets de lumière directement sur le plateau. Comme la plupart des panneaux RGB modernes, le Up 150 embarque plusieurs modes d'éclairage différents. On retrouve évidemment le sempiternel mode CCT qui reste celui que j'utilise le plus au quotidien. Ici, la plage va de 1800 Kelvin à 10 000 Kelvin, donc on peut aussi bien aller chercher une lumière très chaude, type bougie, mais aussi une lumière extrêmement froide. Et surtout, on a accès au réglage du décalage vert-magenta, et ça c'est vraiment important sur un tournage parce que ça permet de matcher beaucoup plus facilement d'autres sources lumineuses. Typiquement, si vous travaillez avec des lumières d'autres marques, vous aurez besoin de faire des corrections de balance magenta-vert, et avoir cet outil c'est quand même super pratique. On retrouve aussi un mode HSI. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le HSI il permet de contrôler la couleur via 3 paramètres, la teinte, la saturation et l'intensité. Donc concrètement, vous choisissez une couleur sur la roue chromatique, puis vous ajustez son intensité et sa saturation. C'est le mode le plus intuitif quand on veut créer rapidement une ambiance colorée sans trop y réfléchir et surtout sans vouloir s'embêter avec des valeurs RGB. Mais on a aussi à disposition le mode RGBW. Cette fois-ci, on contrôle séparément les canaux rouge, vert, bleu et blanc. Et ça permet d'aller un peu plus loin dans la précision quand on veut recréer une couleur spécifique ou obtenir la couleur précise de la charte de vos clients, ce qui serait un petit peu compliqué à avoir en HSI. On retrouve aussi un mode gélatine qui simule les filtres colorés qu'on utilise sur des projecteurs tungstène ou HMI en cinéma. Donc au lieu de chercher manuellement une couleur, vous pouvez directement sélectionner des références de gélatine connues dans l'industrie pour retrouver rapidement certains rendus classiques. Et enfin, on a toute la partie FX avec les effets spéciaux intégrés. La liste est plutôt complète, on a Flash, Lightning, Cloudy, Broken Bulb, TV, Candle, Fire, Firework, Explosion, Welding, Police Car, SOS, Cycle ou encore Party. Et honnêtement, même si je n'utilise pas les FX tous les jours, il y a un détail que j'ai trouvé vraiment bien pensé, c'est que chaque effet possède directement un bouton on-off dédié pour activer ou désactiver rapidement l'animation. Ça paraît bête, mais sur un tournage, pouvoir couper instantanément un effet sans devoir changer le dim, c'est super pratique. Et surtout, là où Godox fait mieux que certaines marques concurrentes, c'est qu'on a accès à pas mal de réglages pour personnaliser les effets. On peut modifier la vitesse, l'intensité, certaines variations ou comportements selon l'effet utilisé.
Donc on n'est pas juste sur des presets figés un peu gadget, on peut réellement adapter le rendu à son setup et à la scène qu'on est en train de tourner. Concernant la puissance, j'ai réalisé tous les tests dans mon studio avec le spectromètre Sekonic C700 à une distance d'1 mètre, sans couche de diffusion et sans nid d'abeille. Et comme d'habitude, toutes les mesures sont disponibles sur le site Spectred. À 1800 Kelvin, le panneau sort 14 700 lux. À 2800 Kelvin, on monte à 19 400 lux. À 4200 Kelvin, 20 600 lux. À 5500 Kelvin, on est à 22 100 lux. À 6500 Kelvin, on atteint le prime puisqu'on est à 22 700 lux. Et enfin, à 10 000 Kelvin, on redescend légèrement à 20 700 lux. Concernant les couleurs RGB, on obtient 2660 lux en bleu, 11 400 lux en vert et 9010 lux en rouge, le tout à 100% de dim. Et honnêtement, pour un produit de ce type, les résultats ils sont excellents. On est environ 2 fois plus lumineux qu'un Nanlite Pavoslim 120C, qui reste son principal concurrent, et globalement, il écrase pratiquement tous les autres produits concurrents dans cette catégorie ultra fine de panneaux LED. Et je vais pas les comparer parce que ça serait gênant tellement la différence est importante. Alors évidemment, faut rester réaliste, parce qu'on n'est pas non plus sur un projecteur ultra puissant destiné à remplacer une énorme keylight. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce genre de produit. Pour moi, il est un peu faible pour être utilisé en keylight, surtout dès qu'on commence à utiliser des couches de diffusion et le nid d'abeille. Parce que toutes les infos que je vous ai données là, ça reste des mesures faites sans nid d'abeille et sans couche de diffusion. Donc évidemment que les résultats sont impressionnants, mais il ne faut pas oublier que quand on rajoute de la diff et du nid d'abeille, on perd énormément en luminosité. Par contre, en rim light ou en air light, il fonctionne extrêmement bien. C'est aussi un excellent outil pour le packshot ou la vidéo produit, justement grâce à son format très plat et à sa lumière uniforme. Et perso, je m'en sers pour créer une lumière en douche au-dessus des produits sur les plans que vous voyez régulièrement dans mes vidéos. Concernant la qualité de la lumière, honnêtement, le Up 150 s'en sort vraiment très bien. Le CRI oscille globalement entre 95 et 97 selon les températures de couleur utilisées, ce qui est un très bon résultat pour ce type de panneau RGB ultra fin. Les meilleurs résultats sont obtenus autour de 2800 Kelvin et 5500 Kelvin, là où la lumière est vraiment très propre et naturelle. On observe une légère baisse des performances vers 10 000 Kelvin, mais rien de catastrophique non plus, ça reste largement exploitable sur un vrai tournage. Concernant la balance des blancs, là aussi, très bonne surprise. Elle n'est pas mathématiquement parfaite, mais les écarts restent extrêmement faibles. Et honnêtement, sur de vraies conditions de tournage, c'est largement assez précis pour matcher correctement avec d'autres sources sans devoir passer des heures en correction. Cet écart, il est de moins de 100 Kelvin sur l'ensemble de la plage, sauf à 6500 où ici l'écart est plus important. Franchement, pour un panneau RGB de ce format, les résultats sont excellents. Et comme d'habitude, tous les relevés sont disponibles sur le site Spectred pour les nerds qui adorent la data. Le Up 150 peut aussi être contrôlé via l'application mobile de Godox. Et pour l'appairage, vous avez deux possibilités, le Bluetooth classique ou le NFC. Et honnêtement, le NFC, c'est clairement le plus pratique des deux. Avec le Bluetooth, il faut rechercher le projecteur dans une liste de projos, attendre la connexion et parfois gérer plusieurs lumières qui apparaissent en même temps si vous en avez plusieurs sur un set. Bref, le Bluetooth, c'est pas ouf. Surtout si votre téléphone sert aussi à, gérer la musique et éventuellement un autre appareil du type Gibbon ou Ronin. En fait, avec le Bluetooth, on arrive vite à saturation, alors qu'avec le NFC, c'est beaucoup plus direct. Vous approchez votre téléphone du ballast et l'appareillage se fait automatiquement. Sur un tournage avec plusieurs lumières ou quand vous devez reconnecter rapidement un projecteur, c'est moins prise de tête. Et surtout, l'application, elle reprend absolument tous les réglages disponibles directement sur le panneau. Que ce soit les modes CCT, HSI, RGBW, les gélatines ou même tous les paramètres avancés des effets FX, tout est accessible depuis l'application. Et ça, c'est pas forcément le cas chez toute la concurrence, parce qu'il y a énormément de marques où l'application, elle vous met à dispo les réglages de base ou alors des modes FX mais sans personnalisation possible. Mais ici, on retrouve vraiment toute l'interface du projecteur directement sur le téléphone. Et en plus de ça, l'application, elle est très réactive. Je n'ai remarqué aucun lag pendant mes tests, même en modifiant rapidement les couleurs ou l'intensité en direct. Du coup, pour du pilotage en live sur un tournage, cette application elle fonctionne très bien. Concernant la chauffe, alors oui, le panneau chauffe, c'est normal, tous les panneaux LED chauffent. Mais honnêtement, c'est pas vraiment inquiétant.
Votre panneau, il va pas monter à 100 ou 200 degrés, hein, vous en faites pas. Et surtout, faut garder en tête qu'on est sur un panneau extrêmement fin et très étendu, donc la chaleur se répartit naturellement sur toute la surface du produit, au lieu d'être concentrée dans un tout petit bloc, comme sur certains cobs. Du coup, même après une longue utilisation, comme ça a été le cas sur ce tournage, où on l'a laissé allumer, je crois, une bonne demi-journée, on n'a pas eu de problème de surchauffe. Et l'énorme avantage de cette conception, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de ventilateur. Donc, pas de bruit. Et ça, pour du tournage vidéo, c'est vraiment un gros point fort, et c'est votre ingé son qui va vous remercier. Bon, maintenant qu'on a passé un petit peu tous les points en revue, on va voir à qui s'adresse ce panneau. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, pour moi, ce type de panneau est vraiment pensé avant tout pour la vidéo. Le fait d'avoir du RGB permet de travailler beaucoup plus facilement l'ambiance d'une scène, ou alors de rajouter subtilement de la couleur dans un décor. Ça peut aussi permettre de créer une séparation visuelle plus intéressante entre le sujet et l'arrière-plan. Pour moi, ce panneau, il excelle en rim light, en air light ou alors en top light pour venir dessiner les volumes de votre sujet. Et là où il devient vraiment fort, c'est aussi dans tous les endroits compliqués d'accès. Typiquement des petits décors, des salles de bain ou alors encore des couloirs où n'importe quel setup ou un cob classique prendrait beaucoup trop de place et où une petite lumière d'appoint ne serait pas assez puissante. Grâce à son format ultra fin, on peut littéralement venir l'intégrer dans le décor, là où une lumière traditionnelle deviendrait impossible à placer. Et surtout, la qualité de sa lumière lui permet de se mélanger très facilement avec d'autres sources présentes sur un plateau. Concernant la photo, ça fonctionne aussi, mais on sent quand même qu'on atteint plus rapidement les limites en termes de luminosité. Pour du portrait dynamique ou des setups nécessitant beaucoup de lumière, ça peut devenir un petit peu faible. Par contre, sur trépied, en packshot, en produit, en nature morte ou avec un sujet relativement immobile, ça marche très bien. Personnellement, j'utilise énormément en packshot studio, mais aussi directement en situation in situ sur des tournages ou des vidéos produits. Donc au final, il est assez versatile et vous pourrez l'utiliser dans plusieurs cas de figure. Le UP 150 est vendu autour des 838 €, ce qui le place globalement dans les prix de la concurrence sur ce type de panneau RGB ultra fin. Mais honnêtement, là où il devient intéressant, c'est quand on compare réellement les performances. Parce que, comme on l'a vu dans les tests de puissance, il est largement plus lumineux que beaucoup de panneaux concurrents dans cette catégorie. Donc au final, le rapport prix-luxe, il devient franchement très bon. Et surtout, au-delà des chiffres, il y a aussi toute la qualité de fabrication qui joue énormément. Le panneau, il inspire confiance. Les accessoires, ils sont bien pensés. Et la boîte de transport, elle est sérieuse. Globalement, tout ça respire le matériel conçu pour être réellement utilisé sur des tournages. Donc oui, on n'est pas sur un produit pas cher. Mais honnêtement, vu les performances, l'ergonomie et la qualité globale du setup, moi je trouve que le prix il reste cohérent avec ce que propose Godox. Au final, le Lightwafer UP 150R, c'est un produit que j'ai vraiment apprécié à utiliser. Les panneaux LED, c'est le genre de lumière que j'utilise à outrance sur mes productions, justement parce qu'elles permettent de faire des choses impossibles avec des projecteurs plus traditionnels. J'ai par exemple un énorme Alien qui joue dans une toute autre catégorie en termes de puissance et de rendu, et qui est absolument excellent. Mais par contre, il est aussi extrêmement lourd. Et au final, dès qu'il faut le mettre au bout d'une boom, le suspendre dans un endroit compliqué ou l'intégrer rapidement dans un décor, ça devient tout de suite beaucoup plus contraignant, et se retrouver en haut d'une échelle de 4 mètres à tenir ce genre de projecteur à bout de bras, c'est pas ouf comme situation. Non, vraiment, c'est vraiment pas ouf. Et c'est justement là que le UP 150R, il devient hyper intéressant. Parce que, au final, il garde tous les avantages de ce type de panneau, à savoir le format ultra fin, la lumière homogène, la possibilité de le cacher partout, le côté très pratique sur un plateau, mais tout ça dans un setup beaucoup plus léger et moins prise de tête à utiliser. Son énorme point fort, c'est clairement son form factor. Le fait d'avoir un panneau aussi fin, aussi léger, capable de fonctionner sur Velox sans limitation de puissance, tout en gardant une vraie qualité de lumière et un niveau de luminosité très sérieux, ça ouvre énormément de possibilités sur un tournage. Le 150R, c'est typiquement le genre de produit qu'on commence par utiliser au cas où, puis qu'on finit par sortir sur quasiment tous les sets parce qu'il résout plein de problèmes très spécifiques. Alors, évidemment, si votre objectif c'est d'éclairer un énorme décor en keylight principal à travers 3 couches de diffusion, très certainement que ce panneau LED, c'est pas le plus adapté. Mais si vous cherchez une lumière ultra polyvalente, discrète, rapide à installer
est capable de donner du relief à une image sans non plus transformer votre plateau en chantier. Honnêtement, le Up 150R, il fait partie des meilleures propositions que j'ai pu tester dans cette catégorie. Et quelque chose me dit que vous allez régulièrement le voir apparaître dans mes futures productions. Mais quoi, c'est en 360 ou quoi ici?